Bonjour à tous. Merci d'être venus participer pour cet événement du CFA France autour d'un événement assurance. Malheureusement toujours à distance, mais c'est vrai qu'on espère bientôt pouvoir revenir à la normale et c'est aussi le thème du sujet d'aujourd'hui, puisque il s'agit des plans de relance et des fonds de place dans le cadre du plan de relance. Et dans ce cadre, en effet, nous sommes, comment dire, très excusez-moi, on est particulièrement heureux de pouvoir vous présenter trois participants qui ont œuvré il y a un an sur la problématique de la relance post-Covid. Et ces trois personnes sont à la fois asset managers ou des acteurs des institutions publiques ou des acteurs des compagnies d'assurance. Nous avons Aurore Gaufre qui travaille pour la Fédération française des assurances et qui en fait est ingénieure. Elle est aussi spécialisée en finance avec un master à HEC. Elle est en charge des investissements pour la FFA et c'est l'une des chevilles ouvrières qui a travaillé derrière le montage du fonds de place dont nous allons parler aujourd'hui. Il y a Laurent Debord qui est ingénieur SIFA aussi. Il est directeur à la CDC sur le périmètre de la gestion d'actions et la sélection de fonds. Il a été particulièrement impliqué et actif sur le montage de fonds de place. Nous avons un invité supplémentaire qui est Eric Bismuth. Il est entrepreneur de longue date. C'est le CEO de Montefiore, qui est un asset manager qui est spécialisé dans les métiers de service. En fait, ils les apportent leurs conseils, ils accompagnent les sociétés de services pour croître, pour développer leur entreprise. Et il y a aussi en fait dans ces périmètres des sociétés qui sont dans le tourisme, spécialisées dans le tourisme. Et c'est à ce titre-là qu'il a réussi à être retenu pour participer à ce fonds de place et pour relancer l'économie dans le contexte du Covid que nous connaissons actuellement. Donc, ce que nous devons savoir en fait dans le périmètre actuel, c'est que ces fonds de place, c'est un élément qui est assez inédit, c'est un élément aussi qui est ambitieux de la part des acteurs de la place de Paris. On a quand même atteint des objectifs de plus de 2 milliards de levée de fonds pour la relance dans le cadre du Covid. Et en fait, on espère bientôt sortir du confinement, revenir à la vie normale pour la plupart des personnes. Et moi, j'en fais particulièrement partie. J'aimerais bien qu'on puisse faire des événements présentiels, accueillir les personnes en présentiel. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que la Fédération française de l'assurance, dont Aurore nous parlera plus en détail, en fait, regroupe différents acteurs des assurances et des mutuelles, et ils ont décidé avec un acteur public, la Caisse des dépôts et consignations, de participer à la relance du mieux qu'ils pouvaient. Et c'est dans ce cadre-là que, dans un contexte difficile, dans un moment aussi où on avait des questions sur les investissements, les possibilités d'investir, que ce fonds de place s'est monté. Personnellement, je ne sais pas si tous les acteurs de la finance de Paris ou ailleurs étaient très bullish au moment où ça s'est fait, où la décision a été prise, mais en fait, là, c'est là que ça a été fait et on peut les remercier. Moi, avant de commencer cette session, je voudrais d'abord poser quelques petites questions. Donc, Marie-Alix, normalement, il y en a une première série de questions. Alors, la première question qu'on voulait vous poser, c'était: connaissez-vous les missions de la Fédération française de l'assurance? Plutôt bien, un peu ou pas du tout? Donc, on a quand même bon, évidemment, on a un panel de personnes qui sont un peu plus spécialistes que la moyenne en France, mais déjà, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a presque une personne sur deux qui connaît un peu de nom, tout du moins la FFA. Après, il y a quand même des personnes qui ne connaissent pas du tout pour presque un quart, donc c'est quand même intéressant de voir que
je pense qu'on peut présenter un peu plus l'activité de la FFA. Je pense que Aurore nous expliquera ça un peu plus en détail. Et c'était intéressant de poser cette question pour voir le niveau de connaissance de chacun. Marie-Alix, est-ce que tu peux nous lancer la deuxième question? Voilà. Alors, en l'état de vos connaissances, trouvez-vous que les fonds de place sont une notion à réserver aux experts, un sujet complexe qui devrait être plus vulgarisé, mieux connu, un thème déjà bien connu du grand public? Alors ça, c'était le second point qu'on aurait aimé connaître de votre part. Voilà, donc bon, on a quand même un public qui vient se renseigner, donc ça c'est bien aussi, même si c'est quand même vous êtes quand même plus expert que le public tout venant, mais en tout cas, voilà, c'est un sujet que vous voulez découvrir et c'est aussi la raison pour laquelle vous êtes là. Donc, une question que j'ai envie de poser à Aurore, c'est est-ce qu'elle peut nous présenter un peu plus en détail la Fédération française de l'assurance et en quoi ça consiste et pourquoi elle a participé à ces fonds de place? Oui, merci Adrien. Bonjour à tous. La Fédération française de l'assurance représente les assureurs mutuels, réassureurs français. Ça a 285 membres qui sont représentés par la FFA et plus de 99% du marché. Donc ça lui donne vraiment de l'impact parce qu'elle est très représentative de la profession de l'assurance. Donc, qu'est-ce que fait une fédération et en particulier l'assurance? Celle de la FFA, elle représente donc ses membres auprès des pouvoirs publics, que ce soit français, européens, internationaux, les différents organismes. Elle conseille ses membres en créant en son sein des endroits de discussion, on fait de l'intelligence économique, on parle de questions juridiques, techniques, et donc elle apporte cet élément, ce conseil, cette information, et ensuite elle communique principalement auprès des médias, du grand public, en fait, des positions de la profession. Et forcément, vous en avez expérimenté certaines, notamment pendant la période de la crise que nous sommes en train de vivre. Et donc, au sujet de l'investissement, c'est exactement la même mission appliquée à la partie investissement et financement de l'économie. Les assureurs français, c'est 2600 milliards d'euros d'actifs, en fait, qui détiennent pour votre compte, en fait, pour ceux qui ont de l'épargne auprès d'eux. Et donc, c'est à peu près, c'est la dette française maintenant. Donc, ça donne une puissance importante pour, évidemment, financer l'économie, avoir des allocations d'actifs diversifiés et quand, dans des moments précis, dans des périodes difficiles comme on la vit actuellement, s'organiser, se coordonner ensemble et puis avec la Caisse des dépôts là, en particulier pour structurer un fonds de place qui a cet objectif d'apporter un soutien à l'économie et de donner des actifs, de l'argent aux entreprises très rapidement et surtout en visant très précisément les entreprises qui en auront le plus besoin. D'accord. Merci pour ces précisions. Je pense que vous connaissez tous la Caisse des dépôts et consignations. Je ne sais pas si Laurent veut dire un petit mot ou pas. En tout cas, moi, je peux juste tout bonnement dire que c'est un établissement public, qu'il finance évidemment l'économie, à la fois l'économie sociale, mais aussi l'économie réelle. La preuve avec ce type de montage, puisque la Caisse a participé. La Caisse a aussi structuré une partie ou a participé à la structuration. Donc, c'est aussi là un gage peut-être de confiance, mais on verra ça dans la présentation. L'un des éléments qu'on peut aussi se dire, c'est effectivement qu'on était dans un contexte Covid assez dur, avec beaucoup d'incertitudes, et les acteurs
de la place de Paris se sont donc réunis. Et en fait, une question qui paraît stupide, mais qui est quand même évidente, c'est comment est venue l'idée de ce programme et dans quel cadre, quel était son objectif? Parce que on se dit qu'on va sauver entre guillemets l'économie, on se dit qu'entre guillemets on a plein de bonnes idées pour sauver la France, relancer les PME, les ETI, etc. Mais concrètement, comment nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment on est arrivé à la démarche, à la construction du fonds. Et donc, j'aurais envie de dire comment ça, pourquoi ce programme, mais aussi comment on a voulu le construire. Voilà, ça, c'est une question qui est ouverte aux participants. Peut-être Aurore peut reprendre. Je ne sais pas si elle veut partir en premier ou si Laurent veut partir en premier sur cette question. Je peux laisser Aurore y réfléchir pendant que je réponds juste à la question rhétorique que tu as posée, même si tu as fait la réponse, je me permets d'y ajouter un petit complément sur ce qu'est la Caisse des dépôts et pourquoi elle intervient. C'est-à-dire que la Caisse des dépôts, c'est avant tout des banques de développement au service de la France et avec des missions assez variées, le financement des territoires d'abord, le financement des entreprises, la gestion de mandats sociaux. Et la Caisse des dépôts, à travers ses mandats, et notamment un mandat de gestion d'épargne, eh bien, elle est un grand investisseur institutionnel. Et donc, finalement, cette double identité d'acteur du développement au service de la France et d'investisseurs institutionnels, ça nous met assez naturellement acteurs, ça nous rend assez naturellement acteurs d'un événement comme celui-là et d'une initiative comme celle-là, puisque là on a à la fois le rôle de développement, en tout cas un rôle conjoncturel pour la relance et de soutien aux entreprises, et puis évidemment notre rôle d'investisseur institutionnel, parce que tous autant que nous sommes, en tant qu'investisseurs institutionnels, on a évidemment une responsabilité sur l'emploi de l'épargne que nous gérons. Voilà. Donc ça c'est pour ce qui est de la Caisse des dépôts. Et je crois d'ailleurs à l'origine, si on remonte à l'origine du projet, il me semble qu'elle est née à la CNP, donc qui est finalement au carrefour entre l'assurance et le groupe Caisse des dépôts. Et si on cherche la personne qui a eu l'idée la première, il me semble que c'est le directeur général de la CNP. Et de belles rencontres entre l'assurance, une belle rencontre entre l'assurance et l'établissement public. C'est une belle chose en tout cas. Voilà. Je laisse Aurore continuer sur ma question en tout cas parce que je la lâcherai pas. J'ai envie de savoir comment ça s'est fait, comment ça s'est monté. Oui, Laurent l'a bien dit, il y a une impulsion d'abord d'un directeur général qui, au regard de la situation, s'est dit il faut qu'on soit au rendez-vous et donc que très rapidement on mette de l'argent à disposition des entreprises à la fois qui en ont le besoin parce que dans des secteurs touchés et à la fois d'autres secteurs qui ont besoin d'investissements ou qui n'ont pas été forcément complètement des entreprises qui n'avaient pas eu forcément les moyens nécessaires avant pour notamment avoir les capacités de production en France comme le secteur de la santé et ce dont on s'est rendu compte pendant la crise. Donc l'idée c'était on va très rapidement mettre de l'argent à disposition et on va essayer de viser à la fois les entreprises, les PME et TI en général et les secteurs qui sont les plus concernés, que ce soit parce qu'ils sont les plus en difficulté ou ceux qui étaient cœur dans cette crise sanitaire, donc forcément le secteur de la santé. Donc une impulsion, ensuite cette impulsion elle est partagée dans un conseil, dans le conseil exécutif, au conseil exécutif de la fédération. Si l'idée convient au plus grand nombre, il y a une décision qui est faite au nom de à la FFA, mais évidemment parce que chacun individuellement s'exprimait en disant OK, on sera là, on va être au rendez-vous, on va mettre tant, 1,5 milliard d'euros. Donc ensuite, on en parlera. Finalement, les montants étaient plus importants, mais c'était le premier engagement des assureurs. Et ensuite, c'est vraiment du management de projet. Donc, on a cette somme, on a ce mandat-là, et on se coordonne avec la FFA, avec la Caisse des dépôts, avec les différents membres pour créer des instances pour ce projet qui vont à la fois réfléchir très techniquement à certains aspects, d'autres qui vont valider des échelons clés pour pouvoir délivrer en temps voulu et étant donné l'urgence très rapidement. Et c'est ce qui a été le cas pour le programme Relance Durable France en quelques mois.
Merci, Laurent. Laurent, est-ce que tu veux nous dire, par exemple, les grandes lignes du programme? Je pense que tu les connais par cœur, toi. Je suis sûr qu'Aurore les connaît par cœur également, mais je Oui. peux. Les grandes lignes du programme, comme le disait, ça répond finalement à la logique qu'indiquait Aurore tout à l'heure, c'est-à-dire d'abord un premier volet qui était un volet d'urgence finalement qui visait des entreprises plutôt sur la base de la taille, c'est-à-dire PME, TI, tout secteur. Le Il y a premier beaucoup de mon côté, mais il y a aussi du côté. C'est ça. Et comment vous côté, de avez, ton quelles côté, et sont à les dire vrai, proportions? tout à fait. Et la première idée, en fait, ça a été de se dire, faisons au plus rapide. Ce qui pouvait être fait le plus rapidement, c'était de réabonder, finalement, s'appuyer sur de l'existant. Il y avait de l'existant, d'ailleurs, qui résultait déjà d'une collaboration entre la FFA et les caisses des dépôts, qui étaient les fonds Novo, Novi, Nova, qui étaient déjà des fonds créés lors d'une crise précédente, enfin pour partie au moins, à l'époque de la crise de la zone euro, qui avaient visé à aider les entreprises à se refinancer, à se financer. Donc, on s'est appuyé sur cette expertise-là en faisant appel au même gestionnaire et en ou bien abondant un fonds déjà existant, dans le cas du fonds Nova par exemple, des fonds Nova, ou bien en clonant des fonds existants. Donc ça, c'était un volet en quelque sorte d'urgence qui a été développé dès mai-juin l'année dernière. Et puis, dans la même lignée, a été également monté un fonds de private equity un petit peu plus tard. On a également relancé un des fonds Novo, donc un fonds de dette. Donc là, on est sur un volet qui est un volet entreprise, qui représentait à peu près 400 millions dans l'ensemble. Les assureurs, et là on en parlera sûrement mieux que moi, les assureurs avaient aussi l'idée d'utiliser les sociétés de gestion de leur propre groupe, puisque comme vous le savez, beaucoup d'assureurs ont une société de gestion dans leur groupe. Et donc là, il y a eu l'idée de lancer des fonds sponsorisés visant les entreprises, qu'il s'agisse de fonds de dette ou de fonds de capital. Et c'était encore pas loin de 900 millions, ce qui fait déjà 1,2 milliard orientés vers les ETE, les ETI et les PME, indépendamment du secteur. Et puis à côté de ça, deux volets, des volets sectoriels, comme l'indiquait Aurore, donc un volet qui visait le secteur du tourisme, qui a évidemment été particulièrement frappé dans la crise, donc à la fois avec quelque chose qui visait des toutes petites entreprises par le biais de crowdlending, et puis du private equity, et puis à côté de ces fonds tourisme, des fonds dédiés au secteur de la santé, et là, avec tous les volets, donc private equity, action cotée et, et dette, pour un montant qui doit être de l'ordre de 800 millions, si les chiffres sont exacts. Je vérifie, oui, c'est ça. Donc, on arrive à 1,2 milliard à peu près sur cette partie sectorielle. D'accord. Et en fait, moi, une des questions que j'aurais voulu poser, mais on est un petit peu, on est encore dans le timing, c'est est-ce qu'il y a eu des tractations, des échanges pour savoir quel secteur prioriser plutôt qu'un autre? En fait, par exemple, entre la santé, le tourisme. Alors, on a invité Eric pour la partie tourisme. On aurait pu inviter d'autres personnes aussi sur la partie santé, mais ça aurait fait trop d'intervenants. Et voilà, Eric, il connaît super bien son sujet. Il est hyper enthousiaste, donc il va nous expliquer ça un peu plus en fin de session, mais est-ce qu'il y a eu vraiment des arbitrages entre les secteurs où ça s'est vraiment fait secteur par secteur, on a étudié combien fallait mettre sur la table? Enfin, Il y a un double jeu qui est celui, enfin d'une part, tous les secteurs sont concernés, puisque sur une partie généraliste, dont je disais qu'elle représente au total 1 milliard entre les fonds neufs et puis d'autres fonds, les fonds sponsorisés. Donc là, on a quasiment 1 milliard qui est indépendamment des secteurs. Donc tout le monde a eu sa place de ce côté-là. Et l'idée de privilégier les fonds, les secteurs particuliers, comme l'a indiqué Aurore tout à l'heure, c'est les secteurs qui étaient le plus touchés par la crise du tourisme. Et puis le secteur de la santé, parce que ça a été immédiatement je dirais, une prise de conscience collective qu'on a eue en France, tous autant que nous sommes, politiques et citoyens, investisseurs, entrepreneurs, j'imagine aussi, sur le fait que le secteur de la santé pouvait mériter plus d'investissements qu'il n'en avait connu dans le passé. Après, il y a une dialectique entre cette prise de conscience collective et puis les souhaits des investisseurs, les contraintes de chaque investisseur, qui fait que le résultat des montants que j'ai indiqués, il résulte de l'interaction entre les deux. Mais là-dessus, peut-être qu'Aurore peut en dire plus sur le côté intérêt des assureurs pour les différents secteurs. Oui, c'est en tout cas, je précise pour le tourisme, en effet, c'est que c'est rentré dans le cadre d'un plan tourisme qui a été annoncé en mai 2020 par Bruno Le Maire. Donc aussi, il y avait justement la santé, ça a été
tout le monde a très vite observé les lacunes, on va dire, de certaines, ou en tout cas le manque des entreprises françaises pour être à la hauteur de cette crise. Et donc ça, très naturellement, très rapidement, on a choisi d'allouer une partie du programme au secteur de la santé. Pour le tourisme, il était couvert de toute façon, puisqu'il y avait nombre d'investissements qui étaient généralistes, hein, comme Laurent l'a précisé, mais on a spécifié, on a voulu faire un volet tourisme à la suite aussi d'échanges avec les pouvoirs publics et en constatant en mai à quel point le secteur allait être touché sur, en tout cas, pas uniquement 1 mois, 2 mois, à minima à moyen terme, et qu'il fallait vraiment les accompagner pour leur relance. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé, et donc que le plan de 150 millions d'euros minimum qui a été annoncé par la FFA pour le secteur du tourisme a été annoncé dans le plan relance des pouvoirs publics. Donc de préciser et d'axer aussi avec un volet dédié au secteur du tourisme. Donc ça se construit ça se construit aussi un peu par itération pour certains aspects de ce programme. Bah, merci Aurore, en tout cas c'est plus clair. On voit vraiment qu'il y a 2 axes, un axe pour sauver entre guillemets certains secteurs de l'économie comme le tourisme, et un axe qui est plus combler des manques de financement comme sur la santé. Et c'est bien qu'on ait pu, je pense, prévoir ces deux axes. En tout cas, nous, ce qui nous intéresse un peu plus maintenant qu'on voit un peu les grands ensembles, c'est de savoir un peu comment ça s'est structuré, c'est-à-dire comment le montage s'est fait, comment on a consulté les asset managers, voilà, en fait, c'est quand même des tractations, c'est quand même des montages, il faut s'organiser, et c'est un élément, je pense, qui n'est pas forcément traité en général dans la presse généraliste, voire des fois un peu plus spécialisée, mais qui est très important, à mon avis, pour obtenir de bons résultats. Et j'aimerais avoir un peu votre vision, parce que vous avez vu un peu comment vos équipes ont travaillé, par exemple, dans les équipes de Laurent. À la FFA, les personnes avec qui elle a pu travailler, Aurore, elle a vu qu'il y avait plein de contraintes. Et une des questions, c'est de voir comment ces montages se sont organisés, et puis peut-être, est-ce qu'il y a des choses que vous avez trouvées hyper pertinentes et d'autres qu'il faudrait peut-être refaire mieux si ça devait se reproduire. Espérons qu'il n'y ait pas de Covid 2021, mais voilà, on peut toujours faire des expectatives dans le cadre d'autres crises. Voilà. Je ne sais pas si l'un d'entre vous s'exprimait dans ce point. Je dirais, on peut dire peut-être sur l'aspect organisation, sans entrer dans les détails, vous avez vu tout à l'heure que il y a une partie qui consistait à essayer de réemployer finalement des outils existants, parce que le premier sujet, c'était celui de l'urgence. Donc là, je crois qu'on a bien fait de faire appel à des outils existants. Puis on a un autre qui était, après, rapidement, l'idée est venue que quand bien même avec des fonds qui ressemblaient au concept existait avec une certaine qualité, c'était indispensable dans un dispositif de cette ampleur de mettre en place une concurrence saine entre des parties prenantes, enfin entre les candidats possibles, et donc de mettre en place des appels d'offres. Donc on a travaillé avec des groupes de travail différents, on a monté les appels d'offres, je ne sais pas si tu veux en dire plus, peut-être Aurore, toi qui as été présente dans tous. Hein. Oui, on s'est appuyé, pour les appels d'offres, on s'est aussi appuyé sur les fédérations partenaires hein, que sont France Invest et l'AFG pour être certain de toucher l'ensemble de la profession des sociétés de gestion et que ça soit le plus ouvert possible. Donc ça a été une chronologie qui est, on fait un appel à manifestation d'intérêt où on décrit assez simplement l'objectif du fonds visé dans la mise en concurrence. Ensuite, on recueille ces manifestations d'intérêt. On organise une présélection en demandant quelques indicateurs importants clés aux sociétés de gestion intéressées. Sur la base de ces indicateurs, donc on fait une présélection, on réduit le champ parce que évidemment la mise en concurrence nécessite des dossiers très complets. Ces dossiers sont analysés
par les investisseurs, donc pour à la fois sélectionner des sociétés de gestion en très peu de temps, mais quand même avoir une procédure voilà, disons, juste et qui nous permettait d'avoir les meilleures sociétés de gestion. Il fallait être ouvert, mais quand même réduire à chaque étape. Donc, présélection, on limitait à une dizaine de sociétés de gestion. Cette dizaine de sociétés de gestion, pour chaque fonds, recevait le dossier de mise en concurrence. Et à la réception du dossier, un procédé de scoring, de notation sur la base du dossier reçu à l'écrit. Cette notation emmène une présélection, une shortlist. Les sociétés de gestion sont invitées à des auditions, donc entre 3, 4, 5 sociétés de gestion shortlistées. Les auditions sont faites en présence de tous les investisseurs et à l'issue de ces auditions, la société de gestion, une société de gestion par fonds est sélectionnée. Et ce qui est dans ce processus, je pense que quelque chose, mais Eric nous en parlera à la fois bon, des délais très contraints, mais aussi je pense que la partie fonds de place ressort évidemment de ce processus parce que entre autres, on a été, bon, forcément il y a une exigence importante qui ressort de ces dossiers, et notamment sur l'ESG, aussi sur les conditions à la fois du mandat et tarifaires, etc. Parce que l'intérêt de ces fonds de place, c'est aussi dans des fonds, hein, tous les fonds du programme Relance Dura-France ont une durée de vie de 10 ans. Donc, en 10 ans, on a le temps évidemment d'investir, de répondre à l'urgence, mais aussi de faire de la transformation. Donc, c'est transformer les entreprises, c'est transformer les intermédiaires aussi qui sont utilisés pour financer ces entreprises. Et ça passe par qu'est-ce qu'on véhicule dans les dossiers de mise en concurrence qu'on envoie, quelles exigences on veut sur les critères ESG, à la fois pour les sociétés de gestion qu'on sélectionne et les entreprises dans lesquelles ces sociétés de gestion investiront. C'est d'ailleurs pour ça que le programme Relance Dura-France innove en matière ESG, extra-financier, hein, avec des objectifs d'impact assez clairs, de transparence, de reporting sur l'ESG, des conditions, une conditionnalité pour les sociétés de gestion d'investir que dans des entreprises qui sont engagées à se transformer, en tout cas. Et donc, ça ressort dans tout le processus de la mise en concurrence, donc dans le dossier, dans la sélection, évidemment, dans les questions qui sont posées pendant les auditions par les investisseurs. Et peut-être qu'Eric veut réagir à ce sujet et nous dire comment aussi il a perçu cette mise en concurrence. D'abord, peut-être pour commencer, vous dire que nous, on n'avait pas forcément prévu, ce n'était pas forcément dans notre feuille de route de l'année 2020 que de répondre à cet appel d'offres. On a pris connaissance en fait assez tard. Nous, on fait de l'investissement dans du growth buyout et du growth capital dans des métiers de services. On venait de lever notre fonds 5, on commençait à peine d'investir. Donc, on avait levé 1 milliard d'euros dans les mois qui précédaient l'appel d'offres. Et en fait, on s'est dit, en revanche, lorsqu'on nous a sollicité, en fait, on n'a pas le choix. On a un des secteurs qui fait partie du cœur de notre activité, qui pèse 25 à 30% de nos investissements sur les 15 dernières années, sur lesquels on a développé une expertise forte, sur lequel on a un réseau important. On a des assureurs et la caisse qui sont des gens dont on est proche, qui sont aussi nos clients, et qui pensent que c'est le moment de mettre le paquet avec ces fonds de place. Ensuite, on pense que pour accompagner la transformation des entreprises du secteur, oui, il faut déployer de l'argent, mais avec un fonds qui ferait 150 ou 200 millions, on ne va pas pouvoir arroser tout le secteur. Et il y a des mesures parallèles, complémentaires du gouvernement qui est chargé en fait de sauver les entreprises, de leur permettre d'amortir le choc. Donc, nous, on a une mission qui va être différente. Ça va être d'identifier un certain nombre d'entreprises du secteur et d'aider ces entreprises à préparer, maximiser le rebond sur un plan économique, mais aussi sur le plan de l'impact, comme le disait Aurore. Et pour faire ça, il va falloir mettre de l'argent, mais il va falloir aussi apporter l'accompagnement stratégique, qui est un petit peu notre recette secrète. Et donc, on s'est dit, vis-à-vis
de la société au sens large, vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis du secteur. En fait, on n'a pas le choix. Il faut qu'on propose, on verra si on est choisi ou pas, mais en tout cas, on ne peut pas dire on n'est pas là. Et donc, pour nous, ça a été extrêmement violent en termes de calendrier, parce qu'en quelques semaines, il a fallu s'organiser pour répondre à ce cahier des charges qui était assez exhaustif. On a décidé vraiment de se mettre dans les chaussures de ce cahier des charges. On l'a très peu négocié ou modifié, parce qu'on s'est dit que c'était la philosophie et que soit on y allait en jouant le jeu, soit on n'y allait pas. Et donc, on a décidé d'y aller. Et effectivement, il y a eu un processus très rigoureux et qui répondait tout à fait aux critères qu'on vient d'évoquer. Oui, donc merci beaucoup pour ces informations et ces compléments, Eric. En fait, le cahier des charges, vous l'avez évidemment respecté, mais par contre, est-que il y a des éléments qui auraient pu, selon vous, être complétés ou ajoutés, je ne sais pas, sur le secteur que vous maîtrisez, où ça vous a semblé, par exemple, déjà bien couvrir l'ensemble des activités, ou est-ce que peut-être que vous voyez dans l'avenir peut-être de nouvelles stratégies qui devront être mises en place? Voilà. Alors, d'abord, en termes de couverture sectorielle, je pense que la couverture sectorielle était très pertinente, intelligente, parce que c'est une définition assez large du secteur des métiers du tourisme et des loisirs. Donc, ça couvre à la fois les voyagistes, l'hébergement, avec toutes les différentes formes d'hébergement, l'ensemble des métiers du loisir, les métiers de l'événementiel, les métiers de la restauration, les métiers des loisirs, j'en ai parlé. Et aussi, il y avait une rubrique que j'ai trouvée très pertinente, et si elle n'y était pas, on l'aurait proposée, qui était un peu tous les fournisseurs de technologies et de services de support à ces métiers, notamment pour accélérer la transformation digitale des métiers du tourisme. Donc, je trouve que le champ sectoriel est tout à fait pertinent. Ensuite, il y a des critères parfois un peu tatillons sur la caractéristique des entreprises. Il y a un seuil de taille de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires pré-Covid qui est assez logique. Parfois, on peut trouver des entreprises qui sont un peu plus petites que ça en chiffre d'affaires, mais qui, en termes de dynamique de croissance ou de rentabilité, méritent de faire partie du programme. En termes de détention capitalistique, on est sur une détention minoritaire de la part du fonds pour l'essentiel des investissements, mais avec une limite qui est fixée à 35% du capital. Donc là, on aurait pu débattre de est-ce que 35% c'est le bon seuil ou est-ce que ça pourrait être différent. Le parti pris que nous avons retenu, c'est en fait de faire vivre le produit. On s'est dit, bon, il y a beaucoup de gens très intelligents qui ont réfléchi. On va faire l'hypothèse que ce sont les bons critères. On va les faire vivre. Et puis, au fur et à mesure, s'il y a besoin, on demandera des ajustements ou des dérogations si on pense qu'on a les bons arguments au vu de notre vécu pour les ajuster. Et en fait, jusqu'à présent, et je vous dirai un petit peu plus tard où est-ce qu'on en est dans ce déroulé, on pense que globalement, ça a été très bien pensé. Merci Eric. Bon, moi je me range à votre analyse. Personnellement, je trouve toujours tout un peu trop bureaucratique, mais c'est vrai qu'au final, bon, ça permet de faire la sélection. Les asset managers comme vous, bon, je pense, ont réussi à s'y plier. L'autre volet qu'on voulait aussi aborder, c'était un volet perspective. Et pour ça, on a peut-être, alors avant le volet perspective, j'aimerais avoir votre avis sur je parle à l'auditoire. Est-ce que vous avez une vision plus claire maintenant de ce que représentent les fonds de place, et est-ce que selon vous c'est innovant ou moins innovant, ou on aurait pu faire mieux? Donc ça, c'était la troisième question que je voulais vous proposer, si Marie-Alix peut l'afficher. Voilà. L'idée de regrouper les investissements de compagnies d'assurance dans des fonds de place vous semble-t-elle innovante et nécessaire à la construction de ce plan de relance, déjà vu mais nécessaire à éviter? Bon, après, je pense qu'on a essayé de vous convaincre aussi, mais c'est aussi, chacun peut avoir son avis sur cette question. Moi, j'ai la mienne.
Hop, je vous laisse répondre. Donc au final, on a quand même une bonne majorité de personnes, bon, soit qui ont été convaincues par notre présentation, maintenant que c'est un peu plus clair ce que c'est que les fonds de place et la stratégie de relance qu'il y a derrière, on a quand même 63%, il y a quand même un bon nombre de déjà-vus. Alors il n'y a pas beaucoup alors on est en France, hein, on note qu'il n'y a pas beaucoup d'ultra-libéral. Je note à éviter le marché faire, ça a été un peu abandonné. Bon, c'est pas. Il y a des périodes où les gens y croient un peu plus, on va dire. Voilà. Bon, moi, je suis très, comment dire, j'aime bien le marché aussi. Bon, ouais. Mais j'ai pas répondu. Vous voyez, je suis pas le seul à avoir. Enfin, c'était 0%. Voilà. Moi, je suis convaincu que c'est innovant et qu'on peut faire des choses intelligentes en combinant les services publics, les assureurs et évidemment les acteurs de place de la finance. On peut poser la question suivante qui va introduire la dernière partie qui est un peu plus liée aux perspectives. Alors, pensez-vous que la reprise suite à la crise du Covid-19 sera euphorique, incertaine, morose? Alors, c'est là que ça devrait cliver un peu plus. Incertaine pour 68% des gens, morose, c'est intéressant, morose 4% et euphorique quand même 28%. Alors moi personnellement, je me range dans la catégorie des euphoriques, personnellement, parce que j'ai une vision peut-être un peu pas morose à la française, donc voilà. Mais incertaine quand même. J'ai quand même un petit penchant sur l'incertain. On a une majorité de personnes qui pensent très nettement à l'incertitude. J'ai un petit biais positif toujours. J'essaie d'être positif. Mais qu'est-ce qu'en pensent nos invités? Alors, quelle première perspective pour l'économie? Ça paraît être une bonne question d'ouverture. Je ne sais pas si Laurent peut nous en parler avec sa vision caisse des dépôts ou pas Caisse de du tout. dépôt personnel, comme tu veux, dans les deux cas. Enfin, c'est la même, je crois. Enfin, j'essaie de parler sincèrement dans mes fonctions. Et donc, je suis effectivement moi aussi plutôt du côté de l'hypothèse, mais c'est une hypothèse de travail, d'une reprise qui pourrait être euphorique, pourquoi pas, parce que les gens ont finalement renoncé à de la consommation pendant pas mal de temps. On voit des réserves de liquidités qui s'accumulent. J'ai l'impression que là on sort complètement du sujet de notre débat, mais pourquoi pas. Des réserves qui s'accumulent en cash, par exemple, à travers les réserves sur les livrets, qui ressemblent à de l'épargne, qui peut être de précaution dans certains cas, mais qui là, on peut l'interpréter comme de précaution. Moi, je l'interprétais plutôt comme d'attente, et avec au moment où on pourra revenir à une consommation normale, et ben du coup, j'ai le sentiment que les personnes qui ont accumulé ces réserves, elles pourront consommer. Alors après, évidemment, il y a pas mal de gens, là je parle de ceux qui ont la chance finalement d'avoir conservé leur emploi, qui ont bénéficié des mesures de soutien pour maintenir leurs revenus ou qui sont dans une activité qui, elle, n'a pas pâti de la crise et qui finalement ont vu leur consommation diminuer. Il y a évidemment une question finalement d'appareil productif et aussi de personnes qui pourraient être éloignées de l'emploi. En économie, c'est ça qui va créer des dommages dans la durée, c'est-à-dire une destruction de capacité de production ou un retrait de personnes du marché du travail. Toutes les mesures ont été prises. Le plan dont on parle aujourd'hui en est une partie, mais toutes les mesures ont été prises pour que ce ne soit pas le cas. Donc, j'ai la conviction que finalement cet effet de
désir de consommation devrait dominer entre ces deux effets qui sont l'effet dommageable pour ceux qui, malheureusement, et il y en a évidemment, les restaurateurs, les entrepreneurs qui ont subi des lourds dommages, mais qu'au total, dans la balance de l'économie en général, on devrait plutôt avoir une reprise forte. C'est un avis personnel. Merci Laurent. Alors, après, ce qu'on peut se dire, c'est que ça peut avoir un lien aussi quand même avec l'efficacité du plan de relance qui a été lancé en France. Et moi, j'aimerais bien avoir aussi peut-être la vision peut-être d'un asset manager comme Eric sur est-ce que lui, il s'attend, comment il voit déjà la sortie peut-être de crise, est-ce qu'il s'attend à des vraiment très grandes difficultés ou est-ce qu'il pense que la reprise sera plus rapide qu'on le pense dans le tourisme ou moins rapide, ou est-ce qu'il y aura peut-être aussi des phases de mutation complète dans le secteur du tourisme avec un tourisme plus centré, je sais pas, sur des touristes français qui qui restent en France et qui partent moins loin. C'est des hypothèses que j'aimais comme ça, mais ce sera intéressant aussi de voir la vision de l'asset manager par rapport à une vision peut-être plus de marché plus globale comme on peut l'avoir dans le groupe Caisse des Dépôts. Alors, moi, en ce qui me concerne, je considère qu'en tant qu'asset manager investisseur, il faut qu'on considère, quel que soit le moment, que le futur est incertain. Parce qu'on ne peut pas se retrouver dans 3 ans et dire bon, votre argent, on a eu un petit problème, il y a eu une crise financière, il y a eu une crise du Covid et en fait, il a disparu, on a fait moins 60, etc. On avait une exposition, je vous le disais, de 30% de notre portefeuille du fonds flagship au métier du tourisme et du loisir. On avait aussi un petit peu de distribution, etc. De par cet état d'esprit, on a pu délivrer à nos investisseurs à fin 2020, par rapport au même portefeuille, à portefeuille comparable, une valeur du portefeuille constante par rapport à 2019. Et ça, ce n'est pas possible en prenant des vues totalement optimistes, pessimistes, etc. sur la conjoncture. Donc, structurellement, on essaye de faire nos choix par rapport à un univers qui est non connu et en essayant de faire que les entreprises qu'on accompagne puissent tirer le meilleur parti de l'environnement quel qu'il soit. Donc, si on prend l'exemple concrètement des investissements touristiques sur lesquels on travaille, on a commencé en fait à être vraiment sur la route, entre guillemets, sur le front tourisme en toute fin d'année 2020. Quand le fonds a été lancé, on était avant la vague 2 du Covid. Le consensus général, c'était plutôt que le plus dur était derrière nous. Nous, on était justement dans un scénario qui n'était pas forcément celui-là et qui permettait, on essayait de réfléchir à des choses qui puissent passer, quelle que soit la météo. Aujourd'hui, on est en train de finaliser les 6-7 premiers investissements du fonds. Il y en a déjà un qui est closé, mais il y en a 6 qui vont être closés dans les quelques semaines qui viennent. Et ça couvre tous les secteurs. Il y a de l'hôtellerie, il y a de la restauration, il y a de l'événementiel, il y a du sport, il y a du voyage sur mesure et d'aventure, etc., etc. Et on déploie cet argent en jouant à la fois sur la sélection des entreprises, et de leur capacité à résister si ça dure plus longtemps, moins longtemps, etc. Et on se déplace aussi le long de la structure de capital entre des instruments qui sont de l'equity à 100% et des instruments de type quasi-equity en fonction du niveau d'endettement et de la génération de cash des entreprises pour essayer le mieux possible de pouvoir faire face aux différents scénarios. Structurellement, par ailleurs, je suis aussi optimiste comme un entrepreneur. C'est-à-dire que, voilà, à moyen terme, je suis très optimiste. Je pense que le secteur du tourisme va repartir de manière très forte, que des mutations phénoménales vont intervenir. Je ne crois pas du tout que ces mutations, ça consiste à vivre demain comme on a vécu pendant le confinement, en disant non, non, c'est bien, c'est génial, maintenant on va aller à 20 km autour de chez nous, c'est vraiment ça l'avenir, c'est top. Je ne crois pas à ça du tout. Je pense qu'il y a beaucoup de mutations très intéressantes et porteuses d'opportunités qui vont se produire. Mais il faut qu'on reconnaisse et qu'on n'ait pas un discours d'optimisme béat vis-à-vis des entreprises qu'on accompagne pour que s'il y a une troisième vague ou une quatrième vague, elles soient aussi capables de réagir rapidement. Oui, très bien. En tout cas, pour moi, c'est clair et c'est vrai que la gestion de l'incertitude, c'est l'un des éléments importants
la sphère financière. Et je suis parfaitement d'accord, c'est un très bon point. Merci pour cet éclaircissement. Et, par contre, dans le prolongement, peut-être, est-ce que vous, en tant qu'asset manager, vous pensez communiquer ou comment vous pensez suivre dans l'avenir peut-être ces investissements, vous l'avez déjà un peu expliqué, mais peut-être communiquer aussi sur le fait que vous êtes capable d'accompagner dans le tourisme des sociétés, même si la taille n'est pas forcément aussi importante qu'on peut se l'imaginer, parce que vous avez dit à partir de 10 millions de chiffre d'affaires, c'est pas non plus, c'est pas grand, mais c'est pas petit non plus. Donc, est-ce que vous pensez communiquer aussi sur le fait que vous pouvez aider, ou vous êtes plutôt proactif pour trouver les personnes que vous pensez pouvoir aider dans ce cadre de ce plan? On va faire un peu les deux. À ce stade, on fait essentiellement du proactif. Et nous, dans notre démarche, on aime bien le proactif parce qu'on essaye d'observer chacun des micro-segments et de se dire, en fait, voilà, quel est notre genre de beauté et aller draguer, entre guillemets, des entreprises qui nous paraissent les plus pertinentes. On a aussi beaucoup d'entreprises qui viennent à nous de par notre track record dans le secteur. Et donc, oui, on va communiquer, mais peut-être dès qu'on aura un petit peu de choses réalisées déjà. Moi, j'aime bien communiquer non pas sur des projets et des promesses, mais plutôt sur des réalisations. Et c'est des réalisations qui donnent envie à d'autres entreprises de se joindre au mouvement. Et donc, c'est un petit peu ça qu'on a en tête. Quand on parle de communiquer, évidemment, on communique et on va continuer à communiquer de manière très forte vis-à-vis de nos clients, hein, qui sont les assureurs, la caisse, de manière détaillée. Et puis, il y a une autre dimension de la communication qui rejoint un sujet qu'a évoqué Aurore tout à l'heure, qui est la dimension impact. Dans la mesure de résultats, il y a les résultats financiers, mais il y a aussi la dimension impact qui est au cœur de notre ADN et qui est au cœur du cahier des charges qui vous a été soumis. Et dans l'impact, il y a tout un tas de dimensions. En ce qui me concerne, moi, il y en a, par rapport au défi qui est devant nous, si je devais mettre en avant quelques points, je dirais évidemment l'environnement avec la problématique du tourisme responsable, du réchauffement climatique, qui est un sujet sur lequel le secteur a des défis et il y a des bons élèves qui peuvent servir de moteur aux autres entreprises. Deuxième, c'est l'emploi, parce qu'on est face à la pire crise imaginaire pour ce secteur et tout ce qu'on fera pour préserver et créer des emplois dans le secteur, je pense que c'est une de nos missions prioritaires par rapport à d'autres sujets. Et le troisième sujet, c'est la formation. Et dans les sujets qu'on a mis en avant dans notre proposition, on a mis en avant la formation, en proposant d'ailleurs qu'une partie du carré d'interest qu'on serait amené à toucher si les performances des fonds dépassent un certain seuil, on les réinvestira de manière volontaire dans le financement de bourses destinées à former des gens pour rejoindre le secteur du tourisme. Pourquoi? Parce que c'est un vrai défi en France pour que notre qualité d'accueil et la satisfaction des clients rejoignent les meilleurs standards internationaux, et parce que pour créer de l'emploi, par rapport à toute une population qualifiée et parfois qui a aussi du déficit de savoir-être pour être bien intégré dans le monde du travail, Uber, c'est bien à horizon de 3 mois, mais ce n'est pas la solution de long terme. Et la solution de long terme, c'est remettre en marche l'ascenseur social et les métiers du tourisme, qui pèsent 7 à 10% du PIB, ont un rôle fondamental à jouer. Donc nous, c'est notre conviction, c'est aussi un peu une passion, et on a envie d'être actif dans ce domaine. Merci Eric, en tout cas, et félicitations pour cette démarche de bourse, parce que je suis aussi d'accord que la formation, c'est un élément important, et le savoir-être, c'est d'autant plus important dans le tourisme. Je pense qu'on a un savoir-faire aussi à transmettre qui existe en France et qu'il faut transmettre, et c'est très important. J'avais aussi alors un petit point pour Aurore. Est-ce que alors on voit en fait que le métier de l'assurance, en fait, ça va bien au-delà en fait de simplement vendre des polices d'assurance. Et est-ce que ce plan peut permettre, ou est-ce que les assureurs peuvent utiliser ce plan pour faire comprendre qu'ils ont
un rôle qui va bien au-delà de simplement vendre des polices d'assurance. Voilà, c'est une question pour Aurore. Oui, tout à fait. Je pense que le rôle des assureurs en tant qu'investisseurs est finalement peu connu, alors même qu'ils ont 2600 milliards d'euros d'actifs. Donc, en tout cas, moi, avant de rejoindre la FFA, je le connaissais très mal. Et je le constate encore, par exemple, j'enseigne à Sciences Po et quand j'en parle à mes étudiants, ils connaissent souvent ils connaissent peu le rôle des assureurs en termes de sur leur ils connaissent bien le rôle des sociétés de gestion, mais le fait que derrière il y ait de l'argent qui a été souscrit par des assureurs, ce mécanisme-là, c'est peut-être moins connu. Donc oui, en plus, un sujet qui fait consensus souvent entre les membres, hein, le financement de l'économie, donc ça permet de fédérer les membres, ça permet évidemment de soutenir l'économie, c'est très concret. Et donc ça a tout à fait un rôle et ça permet de voilà, faire comprendre que en fait, les assureurs, ils sont auprès des entreprises sur plusieurs aspects, en leur offrant des polices d'assurance, comme tu le dis, mais aussi indirectement, souvent par le biais de sociétés de gestion, donc c'est peut-être parfois moins perçu, en leur apportant des capitaux qui vont leur permettre de financer leur développement, d'embaucher, etc. Donc oui, c'est un rôle. C'est clair que c'est une initiative vraiment concrète. En tout cas, enfin, je trouve que c'est une initiative concrète. Et je pense que les personnes qui ont travaillé dessus, elles peuvent vraiment expliquer de manière précise le montage qu'on a fait. Ça a servi précisément à ça en France. C'est quelque chose, à mon avis, ça fait partie des choses qu'on fait aussi à la Caisse des dépôts et consignations, par exemple. Et on est assez, enfin, les gens qui travaillent sur ce type de sujet, ils en sont assez fiers. Et c'est vrai que je pense que tous les acteurs de la FFA ou de l'assurance qui ont travaillé là-dessus, ou les asset managers, ils peuvent être vraiment fiers, je pense, de ce qu'ils font. Ça, c'est mon point de vue parce que c'est aussi un peu mon travail au quotidien. Mais bon, en tout cas, il y a quand même une logique aussi de rendement financier. Je vois qu'il y a une question qui est posée, c'est est-ce qu'il y a une logique de rendement? Est-ce que cette logique de rendement est la même que celle qui est demandée dans le cadre d'investissement private equity classique, ou est-ce que c'est pas forcément les mêmes exigences de rendement? Et il y a un point qu'on a peut-être un peu moins développé, c'est qu'il y a aussi, il y avait une idée ESG derrière. Donc, il y a quand même des contraintes ESG, il me semble, aussi sur la logique du fonds. Donc, je ne sais pas si l'un d'entre vous veut intervenir sur cette problématique et cette question. Au-delà de contraintes, je pense que Aurore va parler des précisions sur l'ESG parce qu'elle est vraiment experte dans ce domaine. Mais je dirais en tant qu'investisseur, quand on dit contrainte, tu as prononcé le mot de contrainte, pour moi, c'était pas seulement des contraintes, c'était aussi une question d'impact, c'est-à-dire de volonté de faire quelque chose de précis, qui est en l'occurrence investir dans les entreprises françaises pour notamment développer l'emploi en France et enrichir le capital des entreprises françaises. Donc, ce qu'on a demandé aux sociétés qui ont répondu aux appels d'offres ou à celles qu'on a homologuées, puisqu'il y a aussi le cas des sociétés au sein de gestion d'assurance pour lesquelles c'est des fonds qui ont été homologués, ou au tout premier fonds, c'était de s'assurer que l'argent allait bien là. Donc, on a des KPI particuliers qui étaient la quantité de capital investi en France, qui va être suivie pendant toute la vie des fonds, le nombre de créations d'emplois, l'évolution de l'emploi dans toutes les entreprises à chaque fois. Et donc, effectivement, ça fait partie d'objectifs et pas seulement de contraintes. Donc, quelque part, on peut effectivement se dire que la demande, elle est sur plusieurs objectifs en plus de l'objectif financier. Donc, peut-être qu'on peut attendre un petit peu moins que si on était sur un objectif financier exclusif. Et on a autre point, on a mentionné par exemple sur les fonds d'action cotés qu'on voulait essayer de privilégier, on demandait aux gestionnaires de privilégier les augmentations de capital, de façon à avoir de l'argent frais qui arrive directement aux entreprises. Et puis, il y a effectivement tout le volet ESG à côté. C'est vraiment un objectif financier et extra-financier à travers ces fonds de place, donc financier et d'impact. Et ça, c'est aussi l'intérêt de ces fonds de place, c'est que les investisseurs déterminent leur cahier des charges et donc peuvent
comme on dit, transformer, proposer des choses qui ne sont pas monnaie courante encore dans le marché. Et par exemple, sur la partie extra-financier, on a décidé d'aller plus loin que ce qui était observé au moment dans les fonds, ou ce que proposaient d'ailleurs les sociétés de gestion qui ont été partenaires ensuite. Donc, c'est aussi par ce biais-là qu'on peut innover sur le côté impact, mais aussi sur pas mal d'autres aspects. Donc, en fait, il y a des éléments financiers, extra-financiers avec des objectifs. C'est vrai que c'est ce que disait Eric, par exemple, sur le tourisme, création d'emplois. Donc, ça, c'est un élément qui me semble très important. Donc, en tout cas, c'est bien de savoir que, évidemment, il y a quand même un objectif de rentabilité, mais qu'il y a surtout des objectifs extra-financiers d'impact. Et à mon avis, c'est un point important de ce type de montage. Alors, je regarde les questions qu'on peut avoir dans le fil. Adrien, sur ce plan-là, une précision pour dire que, en revanche, ce n'est pas des fonds destinés à investir à perte dans des entreprises dont on pense que les difficultés qui étaient déjà en difficulté, par exemple pré-crise, ou dont le modèle est remis en cause de manière fondamentale du fait de la crise et des changements associés à cette crise. Donc, même si effectivement il y a non pas des contraintes mais des objectifs financiers, extra-financiers, l'idée c'est pas d'investir à perte et à fonds perdus, c'est bien d'investir le mieux possible par rapport à ces objectifs d'impact sur l'économie et les secteurs concernés. Parce qu'il y a souvent un peu cette possibilité, ah mais donc c'est le fonds de place, donc ok, donc vous avez de l'argent, donnez-nous l'argent, quoi. On n'est pas dans cette logique. Oui, alors ça c'est aussi un élément. Parce qu'on attend effectivement en tant qu'investisseur, quand investisseur, on a essayé de passer le message qu'on attendait un rendement risque cohérent avec la classe d'actifs dans laquelle on allait, qu'il s'agisse de dette, de private equity, d'actions cotées, et puis aussi ses objectifs extra-financiers. Donc bien sûr, bien loin de vouloir prêter à fonds perdu ou investir à fonds perdu. J'en profite juste pour glisser, comme je vois qu'il y a une question sur la répartition capital-dette, c'était à peu près moitié-moitié avec un petit peu plus de capital que de dette. Alors, on a aussi une question sur le traitement SCR, mais ça, c'est un élément qui, pour le moment, qu'on a exploré un peu, mais qui n'est pas encore tranché. Donc, on préfère, j'en ai discuté avec nos participants, ils préfèrent pas répondre parce que personne n'a vraiment de réponse pour le moment. Et moi, j'ai cherché aussi de mon côté sur cette partie SCR et traitement et j'ai pas trouvé de réponse claire. Pour compléter, c'est que c'est proche à chaque entreprise. Hein. Chaque assureur a pu le traiter comme il le souhaitait. Certains ont certainement mis le fonds dans le dispositif de long terme, d'autres non. Donc voilà, il n'y a pas d'uniforme. C'est pas un traitement uniformisé. Voilà, exactement. Ouais. Merci Aurore pour cet élément. Alors on est pile sur l'heure complète d'intervention. Donc je voulais remercier en tout cas nos invités, Aurore, Laurent, Eric pour leur intervention et pour les éclaircissements que ça a pu apporter. Donc, c'est vrai que moi, le fonds de place, je l'ai découvert progressivement au cours de 2020 et c'est une belle initiative. On voit que ça a mobilisé beaucoup de collaborateurs dans des établissements d'assurance, dans des établissements publics, mais aussi au sein des asset managers. Nous, on aimerait, peut-être qu'on aimerait avoir un suivi ou regarder comment ça s'est comporté dans l'avenir, ce genre de choses. Ça peut être un élément très intéressant parce que moi, je suis persuadé que c'est dans les périodes de crise avec des personnes smart qui ont bien monté leur projet pour aider l'économie qu'on peut en fait à la fois dégager du rendement et à la fois produire un impact sur le territoire. Donc, ce sera peut-être le mot de la fin, sauf si l'un d'entre vous veut rajouter quelque chose. Mais on est pile dans le temps. Merci Adrien. Alors, rendez-vous dans un an, si tu veux. Parfait. Rendez-vous pris. Merci à toi, Eric. Merci à vous tous pour être venus. Il y aura